qu'effectivement, comme cela a été dit ce matin, la scintille conventionnelle, le SPECT, fait déjà bien le boulot, il fait déjà bien les choses. En général, quand on parle de cardiologie nucléaire, on pense surtout à l'évaluation de la perfusion, la scintigraphie myocardique de perfusion. On verra que le PET scan peut également apporter effectivement des informations complémentaires, ou plutôt des informations additionnelles dans le cadre de l'évaluation des cardiopathies ischémiques. Mais on verra que le PET scan fait également ou peut apporter d'autres informations dans le cadre d'autres pathologies, des pathologies inflammatoires et infectieuses. Mais on ne peut pas parler de TEP scan sans revenir sur la scintille conventionnelle. Et on ne peut pas parler de la scintille conventionnelle sans revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit il y a 6 mois, en tout cas c'est ce que j'avais essayé de présenter, sur les différentes modalités d'imagerie cardiovasculaire qui sont aujourd'hui à disposition et qui, force est de le reconnaître, sont parfois complémentaires, souvent mis en compétition. Alors, on ne va pas développer un peu plus la question de la compétition entre l'écho de stress, le scanner, plutôt le Coroscan, ou l'IRM. Toutes ces méthodes peuvent se faire sous stress. Il faut juste savoir, pour rappel, que les différentes recommandations stipulent que lorsqu'on doit choisir un test d'ischémie chez ces patients-là, ces 3 modalités, il faut le savoir, sont mises sur le même niveau de preuve. On peut autant proposer une écho de stress, une scintille, une IRM. Mais la scintille a ses particularités qui font qu'aujourd'hui, alors en fonction bien sûr de l'expertise locale, de la disponibilité, est un examen qui aujourd'hui fait bien le job. Le PET, il faut se l'approprier, il faut se dire que c'est une technique d'abord d'imagerie moléculaire, fonctionnelle, qui doit être réalisée dans des services de médecine nucléaire par des médecins nucléaires, même si pour toutes ces modalités, la collaboration avec les cliniciens, on l'a vu on peut le voir en onco, poumon, pneumologue, et en cardiologue, cette relation elle doit exister aussi. Le PET, il ne faut pas le voir en compétition avec le SPECT, en tout cas, mais c'est plus de la synergie et de la complémentarité. PET et SPECT, c'est de la synergie. Ça l'est en médecine nucléaire générale et ça l'est encore plus en cardiologie. Alors le PET a apporté, on va dire, un second souffle nécessaire à la médecine nucléaire. Alors, c'est vrai, on l'a vu ce matin, c'est surtout vrai en oncologie. Alors, ce matin, ça a été un peu évoqué, la plupart des enquêtes montrent que les applications cliniques de la TEP sont majoritairement en oncologie, 95%, enfin 93 à 95%. 93%, c'est les résultats d'enquête aux États-Unis. En Europe, c'est autour de 94 ou 95%. Alors aux États-Unis, on fait peut-être un peu plus de cardio qu'en Europe, en PET. Mais l'oncologie, c'est le grand champ d'application. Des applications en PET viennent ensuite, à part plus ou moins égale, la cardiologie et la neurologie. Il n'en est pas de même pour les champs potentiels d'application futures où les domaines de recherche aujourd'hui, en tout cas les objectifs que se propose la médecine nucléaire et le TEP-CT ou le TEP-IRM, j'en dirai 2 mots également en cardio, les objectifs concernent des champs d'application qui aujourd'hui ne sont pas forcément totalement satisfaisants. Comment identifier un patient à risque, la plaque d'athérome, les complications vasculaires, on verra que le TEP peut jouer un rôle. Alors, il joue un rôle également, mais j'en parlerai pas beaucoup, puisqu'on n'a pas le temps, c'est pas le thème, mais il faut savoir qu'en neurologie, ça pourrait mériter également une autre session, en oncologie notamment dans la maladie d'Alzheimer, les démences apparentées, la neurologie, qui est aujourd'hui un parent pauvre des applications cliniques en médecine nucléaire. On fait très peu de scintigraphie cérébrale de perfusion, très peu de... Enfin, je ne sais pas si vous en faites des scintigraphies des neurotransmetteurs, mais l'avenir de la TEP en neuro, c'est un champ d'application qu'il faut garder également à l'esprit. En tout cas. Alors, les mêmes enquêtes nous font également, et j'arrêterai avec ces généralités sur les applications PET en général, nous montrent 2 choses importantes. D'abord, il faut savoir que les patients qui bénéficient d'un examen TEP sont majoritairement des patients qui viennent à titre ambulatoire.
Donc ça se fait en ambulatoire tout simplement. Et puis la majorité des patients que l'on voit en TEP, ce sont des patients adultes. Alors ceci étant dit, moi je ne peux pas parler de PET scan en cardiologie sans revenir sur ce que fait la scintigraphie conventionnelle. Alors je vais aller volontairement vite parce que ce sont des diapos qu'on avait vus la dernière fois. Il faut savoir que le SPECT fait déjà bien les choses. Quand on fait un examen scintigraphique complet, on essaie effectivement de coupler le même jour une évaluation à l'effort, une évaluation au repos. Alors l'effort peut consister en un stress physique ou un stress pharmacologique. On peut coupler également stress physique et stress pharmacologique, et on peut en discuter si vous avez des questions. Mais la scinti aujourd'hui ne s'arrête pas qu'à une simple évaluation de la perfusion. Vous savez, qu'en synchronisant les images à un électrocardiogramme, en faisant ce qu'on appelle du gated SPECT, on obtient des paramètres fonctionnels, on obtient également une série d'images dynamiques qui peut correspondre à ceci, et on peut, en un seul examen, évaluer et la perfusion et la fonction, et évaluer la cinétique pariétale régionale. Toutes ces informations qui sont assez riches. Alors, le SPECT est un examen rigoureux, est un examen qui apporte des informations assez riches. Si toutefois on prend la peine d'optimiser les protocoles et de prendre en considération l'ensemble de ces informations, on apporte des renseignements intéressants pour une prise en charge optimisée et optimale du patient, puisque le patient en a bien besoin et le patient, comme cela a été dit ce matin, doit être au centre de nos préoccupations. Alors, je vais revenir également sur ce que j'ai dit la dernière fois. Je vais passer 10 minutes à parler de SPECT, pas plus. Peut-être un peu plus avec les cas cliniques si vous avez des questions. Parce que je vais vous demander de participer quand même. Dans Workshop, il y a Work, travail. Shop, on fait un petit magasin. Mais c'est un travail que l'on est censé faire ensemble. Alors le SPECT, sa valeur, que ce soit sa valeur diagnostique et pronostique, on la connaît depuis longtemps, on ne va pas y revenir dessus. On sait que le SPECT, enfin on le sait depuis longtemps, la documentation, la littérature est riche et abondante. La scintille est un examen performant sur le plan de la détection, du diagnostic. Que la scintille se fasse sous effort physique, un vrai effort physique, un effort physiologique, que la scintille se fasse sous effort pharmacologique, que l'agent de stress pharmacologique soit de la persentine ou de l'adénosine, on a un examen performant, cela a été largement démontré, on le sait depuis longtemps. La valeur pronostique de la scintille myocardique est également largement documentée. On sait aujourd'hui qu'une scintigraphie normale, sa signification, c'est la suivante. Si un patient a un examen normal, cela veut tout simplement dire que le risque de développer un événement cardiovasculaire dans l'année qui suit est identique au risque que peut développer la population générale qui ne se plaint de rien. Par contre, si une scintigraphie est anormale, cela signifie que ce risque est multiplié par un facteur 12, 13, et cela signifie que c'est un patient qu'il faut prendre en charge de façon assez optimale. Voilà. Or, si bien qu'aujourd'hui, alors je fais vite là, toutes les sociétés savantes, et quand je parle de toutes les sociétés savantes, j'inclus l'Association européenne de médecine nucléaire, enfin toutes les sociétés de médecine nucléaire, mais également les sociétés de cardiologie, les sociétés d'imagerie médicale reconnaissent à la scintille une valeur, et ça, il faut en être conscient. Voilà. Voilà mon rappel. Alors moi, je vais intégrer les cas cliniques dans la présentation et je vais essayer d'utiliser l'heure ou l'heure et demie qui m'est impartie. C'est 1 heure et une demi-heure de cas cliniques, mais je vais faire vite. Mais je vais vous demander... combien? Alors voilà, je vais vous présenter 2 ou 3 cas cliniques et puis on parlera de PET juste après. Alors je vais vous présenter les cas cliniques. En principe, vous devriez y participer de façon assez large, puisque vous êtes tous habitués aux plaques ou aux plages d'images de coupes que l'on peut obtenir selon les 3 axes du cœur, et les coupes petit axe, les coupes grand axe vertical, grand axe horizontal. Alors vous savez, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais il y a la possibilité, vous l'utilisez, je vois qu'il y a des personnes qui hochent la tête, c'est bien. Vous utilisez, alors ce modèle a 17 segments, la segmentation, c'est celle qui est utilisée
la plupart des personnes qui font de l'exploration cardiovasculaire, hein, nos amis échographistes ou ceux qui font de l'IRM ou du scanner utilisent le même segment, hein, ce même modèle de segment. Hein. En SENTI, effectivement, on peut utiliser ce modèle qui va nous permettre de localiser, et on peut également utiliser des scores, hein, ça peut être des scores de perfusion, comme c'est montré ici, hein, ça peut être également des scores de fonction, hein, qui permettent de quantifier, hein, l'anomalie, hein, et alors plus le score est élevé, hein, plus l'anomalie de perfusion est importante. Voilà, alors premier cas clinique, essayez d'être attentif parce qu'ensuite je vais vous demander de participer. Hein. C'est des cas cliniques de SENTI conventionnels, uniquement pour vous illustrer, hein, ce que la SENTI peut apporter, et on verra, puisque la SENTI encore une fois fait bien les choses, et on verra ce que le PET peut apporter de plus par rapport à ce que la SENTI, hein, fait. Alors ici c'est un homme, 74 ans. Hein. Alors moi je suis encore plus feignant que Reda, hein. J'ai pris des cas que j'ai l'habitude d'utiliser, mais au moins ils sont complets. Voilà. Alors, dans ses antécédents, on note un pacemaker, hein, qui est implanté en 97, hein, parce qu'il a des troubles du rythme. Dans ses antécédents, on note également un AVC, hein, régressif. Hein. Bon, on lui a remplacé son pacemaker. Il a des facteurs de risque cardiovasculaire. Hein. Il fume, dyslipidémie, hyperglycémie, obésité. Il est en rythme sinusal. L'Holter montre des salles de tachycardie ventriculaire. On a besoin de rechercher une ischémie. Alors, à votre avis, quelles sont les possibilités d'examen qu'il faut proposer chez ce patient, hein, pour rechercher une ischémie? Oh. Ah ben, ouf, j'ai eu peur. Hein. Ah, si on peut faire une SENTI ici, enfin, on aurait pu faire autre chose, mais en fait, voilà, ce qui a été fait, c'est une SENTI. Hein. Alors, la SENTI, oh là, je suis parti un peu trop vite. Ah, voilà, ça a été dit. Voilà. Alors, pacemaker, effectivement, d'abord, si on lui avait proposé une IRM, c'est un peu compliqué, hein, avec un pacemaker. Hein, d'accord. On aurait pu lui proposer une écho de stress. Hein. Alors, effectivement, il a fait une SENTI. Alors, il faut savoir, hein, poste de pacemaker, SENTI, on ne fait pas de stress physique, on fait une épreuve pharmacologique. C'est ce qui a été fait. Hein, donc, dipyridamol, quantité habituelle, 0,56 mg par kilo sur 4 minutes. Alors, l'examen a été non maquillé. Alors, encore une fois, quand on fait un stress pharmacologique, hein, il vaut mieux que le patient soit... Enfin, on lui demande d'être à jeun. En fait, il ne faut pas qu'il soit spécifiquement à jeun, hein, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il prenne des bases exantiques, hein, des produits, enfin, du thé, du café ou de la caféine avant l'examen, au moins dans les 12 heures à 24 heures avant. Hein, ça dépend de l'agent de stress pharmacologique utilisé parce qu'on sait qu'il y a des interactions. Hein. Voilà. Alors chez ce patient, on lui a fait un examen assez classique, hein, vous connaissez tous, hein, synchronisé à l'électrocardiogramme, décubitus ventral. Donc, pour ce patient, on a utilisé la tétro. Stress et repos le même jour, hein, avec des conditions classiques, hein, en activité et en temps. Hein. Alors voilà les images, je vous laisse 30 secondes, gardez-les à l'esprit, je vais vous poser des questions après. Alors on peut faire un vote à main levée, hein, si c'est peut-être plus simple pour les questions que je vais vous poser. Hein. Sachant qu'il n'y a pas une bonne pratique clinique, hein, mais des bonnes pratiques cliniques. Hein. D'ailleurs, quand on parle de bonnes pratiques cliniques, c'est souvent au pluriel. Hein. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Hein. Il y a des réponses que l'on argumente ou des réponses que l'on n'argumente pas. Moi, je préfère les réponses qu'on argumente. Hein. C'est bon, vous avez l'image en tête? Alors, à votre avis, qui me dit... Alors, j'ai laissé les coupes petit axe en bas, hein, comme ça, ouais. Qui me dit que c'est une ischémie myocardique antérieure et inférieure? Je ne vois pas de bras levés. Qui me dit que c'est une ischémie myocardique inférieure et inférolatérale? Ok, plusieurs bras levés. Qui me dit que c'est un artefact d'atténuation inférieure? Moins de bras levés, mais il y en a quelques-uns. J'ai vu. Bon, artefact d'atténuation mammaire, non. Ok. Alors c'est vrai que si on verra après si on regarde un peu les résultats, alors j'ai mis que de la quantification de la perfusion, hein, effectivement, hein, on note une anomalie, hein, qui est plutôt localisée au niveau de la partie inférolatérale, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Et c'est vrai que nous, on a conclu à une ischémie myocardique inférieure et inférolatérale, hein, la majorité d'entre vous l'ont répondu. Hein. Alors pour la petite histoire, les 2-3 qui ont répondu atténuation inférieure, pourquoi pas, oui, on aurait pu... mais pourquoi? Pourquoi? Oui, mais les images de repos, ça s'améliore bien. Hein. S'il y avait une atténuation inférieure, on l'aurait peut-être un peu retrouvé sur les images de repos. Comment?
Tout à fait, effectivement, le gated permet, effectivement, hein, vous avez raison. Aussi. Ah, le gated peut servir, en tout cas, effectivement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'ensemble des informations que l'on peut avoir, perfusion, fonction, analyse cinétique, peut aider. Le gated, effectivement, peut ou peut ne pas aider. En tout cas, on a ces informations lorsqu'on fait cet examen. Autant prendre l'intégrité des informations, même si on s'appuie surtout sur les images de perfusion. Alors, pour la petite histoire... Oui? Non. Pourquoi pas? Alors là, je vais peut-être commencer par la fin. Lorsqu'on fait un examen scintigraphique, effectivement, moi je me souviens de l'époque où, quand je travaillais à l'HCA, on s'attachait à vouloir mentionner dans les comptes rendus tous les détails. C'est peut-être pas une bonne attitude. En fait, quand on fait un examen, surtout une scintigraphie myocardique, il faut rester simple. On a deux choses à dire. Si on veut répondre à la question du cardiologue et si on veut rendre service au patient. Est-ce que ce patient est coronarien ou pas? Est-ce qu'il est à risque ou pas? Raison simple. Mais effectivement, pourquoi pas? De toute façon, ce patient-là, une fois que vous avez décrit une ischémie, qu'elle soit inférieure, inférolatérale, voire antérieure, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait une choro. C'est ce qui a été fait. Et là, la choro, bon, on a le compte rendu, on va passer vite. La fonction VG est altérée. Alors, 58% en choro, c'est altéré. Pour nous, ça peut être... L'IVA a été infiltré, sténose subocclusive de la première marginale moyenne. D'ailleurs, c'est celle-ci qui a été stentée. Coronaire droite dominante ectasie. Bon, effectivement, il pourrait y avoir, mais en tout cas, en identifiant une anomalie de perfusion, en le qualifiant ce patient de coronarien, on lui fait une coronaro et on le prend correctement en charge. Alors, très rapidement, un deuxième cas clinique. Alors, vous avez remarqué que le premier cas clinique, la scintigraphie, effectivement, peut intervenir à tous les stades de la maladie coronarienne, que ce soit pour la détection, le diagnostic, l'évaluation sous traitement, voire même, on le verra, dans l'évaluation après un stent. Là, c'était effectivement un examen de recherche, de détection de coronaropathie chez un patient à risque. Alors là, cas clinique numéro 2, évaluation après revascularisation, il faut le savoir, on peut proposer une scintigraphie chez un patient après une revascularisation. Donc là, c'est un monsieur L, il est jeune, 47 ans. Facteur de risque, diabète, il a des antécédents d'IDM, il a été stenté sur l'IVA, il a fait un contrôle en août 2002, nous on le voit en octobre 2005. La choro, alors, montre rien de particulier, enfin rien de particulier, ce sont des sténoses qui ne sont pas très significatives. Par contre, il a une dyspnée d'effort, on lui fait une scinti, dans le cadre de contrôle après cette revascularisation qui a été faite quand même 2 ou 3 ans après. Alors les contrôles après une revascularisation, il n'y a pas de règle établie. Est-ce qu'il faut le faire 6 mois après, 1 an après ou 2 ans après? Il faudrait peut-être un peu préciser, mais dans les recos, il n'y a vraiment pas de règle absolue. Ce patient, donc, il fait une scinti sous épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, elle est faite sous traitement. Elle ne dure pas longtemps. Et au bout de 40% de la fréquence maximale théorique, il fait une bloc-nez, il a des difficultés, sensation d'asphyxie, mais il n'y a pas de modification de CG. Alors voilà ce que donne la scinti, je vous laisse également 30 secondes pour la regarder. Voilà. On a les paramètres fonctionnels ici, qui sont peut-être pas très utiles enfin, sur ce cas-là, mais en tout cas, effectivement, voici la scinti. Alors, je vais vous demander, pas le diagnostic, mais votre attitude. Alors, j'ai remis les images ici. Un patient comme ça, qu'est-ce que vous... Alors, encore une fois, on peut discuter du compte-rendu, du diagnostic et tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites chez un patient qui lui fait une choro. 1, 2... Choro, ok, bon. Qui lui dit... se dit c'est une atténuation, on ne fait rien, il va bien. Non. Qui optimise le traitement médical? 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a plus que pour la choro. C'est intéressant ça. Alors qui se dit je vais lui refaire un contrôle 6 mois après ou... On peut faire les deux, Ouais. Ben voilà, ok.
3 et 4. Ah ben c'est bien, ça me fait plaisir. Hein. Moi je me suis dit, il va y avoir une majorité de coraux, qui aurait pu être une attitude également. Hein. On peut, hein. Eh oui, je suis d'accord. C'est un diabétique. Alors c'est vrai que depuis les résultats de l'étude Courage, on en a parlé un peu la dernière fois. Hein. Ah ouais. C'est vrai que la question se pose. Alors l'étude Courage, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qui avait été publiée sur une grosse étude, hein, une étude cardio. Ouais. Alors, les études en médecine nucléaire, elles sont plus limitées. Les études de cardio, elles intègrent beaucoup de patients. Hein, elles sont très importantes. Hein. L'étude Courage, son objectif, c'était de comparer chez des patients coronariens plutôt stables, ce que donne un traitement médical optimisé, ce que donne une revascularisation en termes d'événements cardiovasculaires, de morbimortalité, en termes de décès. Et il avait été montré, c'était assez surprenant à l'époque, que les patients qui étaient stables et qui bénéficiaient d'un traitement optimisé, la revascularisation ne faisait pas mieux que le traitement médical optimisé. Voilà. Donc bon, effectivement, ça se discute. Alors ce patient-là, encore une fois, il est vu que je revienne un peu en arrière, il est vu, comme je vous disais là, il me semble que c'est en 2005, que je ne me trompe pas. Oui, 2005. 2005. Donc, on décide, après les résultats de cette première scintille chez un patient qui a été revascularisé, d'optimiser le traitement, de lui faire un contrôle. Il revient 6 mois après, avril 2006. Bon, ses antécédents n'ont pas changé, bien entendu. Bon, toujours un petit dyspnée d'effort, on lui fait une épreuve d'effort. Là, au bout de 36%, il fait une dyspnée, donc l'épreuve d'effort est positive. On lui fait sa scintille. Voici, 6 mois après, 2006, ce que donne la scintille. Voilà. Je vous laisse 30 secondes pour l'imprimer. C'est bon? Alors vous avez l'image à côté également. Alors vous avez les deux images, octobre 2005, avril 2006. Alors là, votre attitude. On l'a fait ou on l'a fait pas cette coro? Allez, on l'a fait. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Ouais, on l'a fait. Bon, on l'a fait. Effectivement, il avait donc resténosé une IVA qui était santé. Donc voilà. Enfin, sténose de l'IVA, effectivement, mais ça a été bon. Alors ce patient, on le revoit dans le cadre de son contrôle. C'est le même patient, 6 mois après son stent, octobre 2006, et voilà ce que ça donne. Effectivement, le stent a porté ses fruits. L'examen, là, est plutôt satisfaisant. Par contre, remarquez que l'épreuve d'effort qui a été proposée chez ce patient, c'est une épreuve mixte. Alors, on a couplé l'épreuve d'un effort. Alors, très rapidement, il est asymptomatique, tout va très bien maintenant chez lui. Alors, s'il y a un message à faire passer en scintille, si on veut être performant, c'est attention au protocole. Les épreuves d'effort, alors la performance de la scintille va dépendre de la performance et de la qualité de l'effort. Alors c'est vrai que les recommandations disent que si on peut faire un effort physique chez un patient, c'est l'effort qu'il faut privilégier, à condition que cet effort soit optimal, maximal. Aujourd'hui, on ne devrait plus interpréter de scintigraphie chez des patients qui ont une épreuve d'effort sous-maximale, négative. Alors, il y a certainement un travail, parce que je pense qu'on nous arrive tous d'interpréter des épreuves, des scintigraphies réalisées sous des efforts sous-maximal négatifs. Ça devrait plus se faire. Dans ces cas-là, ce qui est recommandé, c'est de coupler un stress pharmacologique à l'effort physique. Alors, très rapidement, parce que ça, je ne pouvais pas... Oui ? Parce qu'on voulait évaluer la perfusion chez un patient et son état sous traitement. Ça peut se faire, Alors, en général, on fait un traitement. On fait une scintigraphie sans traitement dans le cadre de la détection d'une maladie coronarienne. Dans le cadre de l'évaluation, autant le faire dans les conditions où il est traité. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire, dans le cadre de l'évaluation, une scintigraphie sans traitement? Puisque justement, on lui donne un traitement pour qu'il aille mieux. C'est de voir si le traitement correspond et si son état perfusionnel, sa fonction est satisfaisante sous traitement. Donc on peut très bien évaluer un patient dans le cadre de son évaluation sous traitement. Oui. Oui.
Je peux passer directement sur le cas numéro 3, mais je l'avais préparé pour toi spécialement, Dr Borouba. Ouais, je ne pouvais pas parler de Saint-Y sans parler de bloc de branche gauche. Bon, je n'ai pas plus de réponses que la dernière fois, hein. Mais en tout cas, bon, c'est une illustration. Hein. Voilà, c'est une patiente, 79 ans, ben, qui est coronarienne connue, hein, qui a fait un syndrome coronarien aigu, hein, qui a des facteurs de risque, et là, bon. Alors, elle a fait un syndrome coronarien aigu en 2011, sténose, elle a été traitée médicalement, hein, et là on lui fait une scintigraphie, alors un bloc de branche gauche, hein, on lui fait une scintigraphie, hein, pour savoir effectivement, hein, si c'est une patiente qui a des troubles perfusionnels importants. Hein. Alors bien sûr, le bloc de branche gauche, on est d'accord, c'est comme les pacemakers, on fait un stress pharmacologique. Hein. Donc le stress pharmacologique a été fait, la scintigraphie, alors l'épreuve d'effort cliniquement, hein, donc négative. On lui fait, voici ce que ça donne. Je vous laisse 30 secondes, pas plus, 15, puisqu'on est pressé par le temps, il faut parler de PET. Alors, évaluation. Alors, on lève le doigt. Qui me dit c'est une ischémie myocardique inférieure? Qui me dit qu'elle est latérale? Inférieure ou inférieure? Qui me dit que c'est un artefact d'atténuation? Bon, il n'y en a plus là, c'est bien, ok. Donc voilà. Alors bon, quand on quantifie, et voilà ce que ça donne, on va passer vite. Hein. En fait, effectivement, hein, on est tous d'accord, hein, pour dire inférieur, voire inféro-latéral. À la limite, peu importe, hein, inférieur, inféro-latéral. Hein. Ah oui, ça aurait été, oui, c'est ça, c'est ça. Je ne l'ai pas mis dans les réponses. La coronarographie est faite, effectivement, elle a une sténose serrée de la coronaire droite. Tout ça pour dire que même en cas de bloc de branche gauche, si on fait un test pharmacologique, parce que là, effectivement, hein, ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire d'épreuves d'effort physique, hein, ça peut marcher aussi. Hein. Voilà. Alors, la scientifique fait bien, pourtant, elle doit faire face à des challenges. Alors, la durée d'acquisition des examens, on nous le reproche beaucoup, hein, parce que quand on fait dans la même journée stress et repos, hein, en général, on commence par l'effort. Hein. C'est logique, hein, puisque si l'effort est normal, ce n'est pas la peine de faire du repos, hein, quoique on peut en discuter aussi. Hein. L'examen est long, hein, le patient il reste la demi-journée dans le service. Hein. Alors on peut également, hein, et ça peut toujours se discuter aussi, hein, chez les patients coronariens connus, hein, de commencer par le repos. Si on commence par le repos, et qu'on fait l'effort par la suite, hein, on limite la durée totale d'examen, hein, et parfois de moitié, donc ça peut être intéressant. Hein. Mais en tout état de cause, la durée de l'examen est longue. Et ça, c'est un peu embêtant. Hein. Les artefacts, les phénomènes d'atténuation, hein, on les connaît, ils existent. Alors le gated spec permet, hein, de récupérer ou de limiter les faux positifs à l'origine, enfin les faux positifs dont sont à l'origine ces artefacts d'atténuation. Hein. On reproche également au spec la résolution des images, hein, et c'est là que vous pouvez voir où je veux en venir. Hein. Le PET a une meilleure résolution et en cardio, hein, on peut y faire appel. L'irradiation, on nous l'a également reproché, hein, même si, alors il faut être honnête, hein, les patients qui viennent faire une scintigraphie, c'est des patients âgés, ils vont faire une scintigraphie 1, 2 ou 3 fois dans leur vie. Faire un examen irradiant, c'est peut-être pas une inquiétude majeure, hein, même si, hein, les autorités, les cardiologues, notamment aux États-Unis, hein, ont reproché à la scinti d'être un examen trop irradiant, hein, et disent que l'écho ou l'IRM n'est pas irradiant. Et puis également, si on veut être performant, eh bien, il faut s'intéresser à la quantification. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques réponses qui sont apportées, hein, par le développement des caméras, et notamment des nouvelles caméras CZT. Hein. Alors, les nouvelles caméras CZT, hein, vous avez ici un exemple. Hein. Oh, ben, on peut, hein, c'est le même patient, hein, un patient de 69 ans, un examen normal, qui avait une douleur. Hein. On peut voir effectivement, hein, qu'on peut soit réduire la durée des images, soit réduire l'activité injectée au patient, hein, soit les deux, hein, mais on peut donc réduire la dosimétrie, hein, on peut réduire la durée de l'examen, on répond, hein, à certaines préoccupations, hein, à certains challenges du spectre. Hein. Alors, venons-en au sujet, que peut apporter le PET à côté de ce que fait le spectre aujourd'hui? Alors, le PET a quand même des challenges, hein, il faut en être conscient. Hein. On doit utiliser des traceurs à demi-vie courtes. Donc, il faut les produire. Hein. Il faut avoir un cyclotron. Enfin, on verra qu'il y a d'autres alternatives. Hein. En imagerie PET aujourd'hui, hein, que ce soit
lorsqu'on peut avoir des traceurs à demi-vie très courte comme l'ammonium, ça c'est possible à Genève, comme nous l'a précisé le professeur Zaidi. Le rubidium peut être également un traceur intéressant. Alors le rubidium, sa demi-vie physique est de 76 secondes, donc c'est très court quand même. Ben, on ne peut faire pratiquement que du stress pharmacologique. Ça serait intéressant d'avoir un produit où on peut faire du stress physique en PET. On verra que ça peut potentiellement être possible dans un futur immédiat. Demain. Le coût des traceurs peut être un problème. Le coût des caméras peut être un problème. Et la disponibilité du TEP scan, lorsqu'un service a une caméra TEP, ben, s'il est enfin pas accablé, parce qu'on va dire, si ben, il doit faire face à toutes les demandes d'onco, ça laisse peu de place à la cardio. Donc un examen, si on n'en fait qu'un seul de temps en temps, on n'est pas performant. Si on le fait régulièrement, on l'est plus. Mais aujourd'hui, l'activité onco fait que l'activité en cardio, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, certains services en font, ils ne sont pas très nombreux, il faut le reconnaître. Mais enfin, que peut apporter le PET scan à la cardiologie en complément du SPECT, encore une fois, on peut apporter des choses intéressantes dans l'évaluation des coronaropathies, dans la détection des coronaropathies. Ce qui peut se faire en SPECT pour la perfusion peut aujourd'hui se faire, bien entendu, en PET. On peut gater les images, on peut évaluer la perfusion et la fonction, y compris en PET. Et pour ça, on a plusieurs traceurs. On a effectivement les traceurs à demi-vie très courte, mais il faut avoir un cyclotron à proximité, l'ammonium. Le rubidium est disponible également sous forme de générateur. Alors, le rubidium a une AMM aux États-Unis, mais il n'a pas encore à ce jour d'AMM en Europe. Il faut reconnaître que le rubidium n'est pas très utilisé en Europe, mais enfin, il est performant. On peut faire des scintigraphies de perfusion. Et puis, je vous dirai également un mot sur un traceur fluoré, très intéressant, parce qu'il a une demi-vie qui permet de faire du stress physique en perfusion PET, qui est, pour ne pas le citer, le fluorpyridase. Et puis, il y a toute une large gamme de pathologies où le PET peut également apporter à la cardiologie nucléaire un souffle, ou en tout cas, le PET peut apporter aux patients atteints de ces pathologies des informations intéressantes pour leur prise en charge. Alors, bien sûr, l'étude de la viabilité, vous le savez, l'étude des myocardiopathies inflammatoires, et je prendrai comme exemple la sarcoïdose, et vous verrez pourquoi. C'est intéressant d'évaluer une sarcoïdose, notamment lorsqu'on suspecte une atteinte cardiaque, et en pathologie infectieuse, et notamment dans le cas des endocardites. Et pour ça, c'est le FDG. Le traceur est le même, c'est du FDG. Donc le FDG, vous le savez, n'est pas un traceur très spécifique, et on l'utilise pour évaluer en oncologie l'hypermétabolisme des cellules cancéreuses. On peut également, c'est un bon traceur, de l'infection et de l'inflammation, et à ce titre, il peut être utilisé pour les maladies inflammatoires et infectieuses. Alors pourquoi faut-il également s'intéresser à l'examen PET perfusion Alors je ne sais pas si vous avez eu affaire à des examens de ce type en scintigraphie conventionnelle, mais chez les patients obèses, voire très obèses, on peut être embêté par des images comme celle-ci. Chez le même patient, si on fait un examen en rubidium, vous voyez que le PET, grâce à sa meilleure résolution, et lorsqu'on fait un PET-CT, alors soyons clairs, que ce soit avec le rubidium ou avec le fluorpyridase dont je parlais, et le CT peut être utilisé pour faire de la correction d'atténuation. On peut faire de la correction d'atténuation en SPECT-CT également, bien entendu. Mais le PET peut apporter une meilleure résolution spatiale et peut améliorer la qualité des images. On est moins embêté, il faut le reconnaître, avec un examen comme ça pour dire que c'est un examen normal, qu'avec un examen comme celui-ci où on peut se poser des questions. Alors bien sûr, comme toute nouvelle technique, dès qu'elle apparaît ou dès qu'on l'utilise, on se dit c'est super, c'est performant. Et dans l'évaluation du PET par rapport au SPECT, en évaluation de la perfusion, on montre que, en tout cas c'est le cas de cette étude, on ne va pas les citer toutes, en 2006, mais vous le voyez, c'est une étude très peu de patients, 112 dans les deux bras. Étude monocentrique. Mais effectivement, au départ, on n'hésitait pas à dire le PET est supérieur au SPECT. J'ai 1h30. Ça va. Ne stresse pas. Pardon? D'un PET? Rubidium, c'est très rapide, c'est ça qu'il faut savoir. Alors en général, quand on fait du rubidium, on commence par le repos. Ah oui, il s'élimine rapidement.
On commence par le repos. On fait un examen de repos sous stress pharmacologique. Allez, ça dure 5-10 minutes, l'examen. Enfin, le stress, non. Voilà, exactement. C'est le stress qui prend le temps. Hein. Enfin, le stress. Il n'y a pas de stress physique ici. Hein. On fait une injection de dipyridamol ou d'adénosine, peu importe. Et ensuite, on peut assez rapidement injecter du rubidium. L'examen prend injection du stress pharmacologique plus acquisition des images, 10 à 15 minutes. On peut faire le repos pratiquement dans la foulée. Pratiquement. Hein. On attend 5-10 minutes, on peut faire... on commence par le repos, ça prend 5-10 minutes. Pratiquement dans la foulée, on peut faire le stress, injection plus injection de l'agent de stress pharmacologique plus examen, 5-10 minutes. La durée totale d'examen, c'est une demi-heure. Donc ça répond à la question de la durée de l'examen qui est beaucoup plus rapide en rubidium. Et les premières études de comparaison ont montré que c'était un examen qui, donc peut-être moins dans la sensibilité. Alors la sensibilité, vous le savez, c'est la capacité qu'a un examen à bien identifier des malades. Mais ça, en spectre, on est pas mal. Par contre, en spécificité, encore une fois, les premières études avec le rubidium montraient qu'on pouvait améliorer assez efficacement la spécificité. Alors la spécificité, c'est la capacité qu'a un examen à bien identifier les patients non malades. Et là, on répond aux problèmes de l'atténuation qui sont à l'origine de nombreux faux positifs, il faut le reconnaître, de la santé classique. Et du coup, quand on fait effectivement... la comparaison SPECT versus PET, en efficacité diagnostique, on a un examen qui est plus performant en PET. Ces premières études, en fait, il ne faut pas toujours y accorder beaucoup d'importance parce que c'est sans doute pas aussi vrai que ça. Parce que rapidement, avec le rubidium, certains se sont mis à dire, et ils avaient raison, que finalement, le rubidium, c'est caractéristique. Alors vous savez que la caractéristique d'un traceur, d'un radiotraceur, d'un radiopharmaceutique, surtout quand on veut faire de la perfusion coronaire, c'est une de ses caractéristiques essentielles, c'est la fraction d'extraction du traceur. Une de ces caractéristiques, l'idéal, ce serait d'avoir un traceur qui ait une fraction d'extraction de 100%, ça n'existe pas. Et l'idéal serait qu'il y ait un traceur pour lequel la relation entre la fixation et le débit soit linéaire. Plus le débit est élevé, plus la fixation est élevée. Or, ceci est vrai avec la plupart des traceurs, que ce soit les traceurs marqués au technétium, c'est vrai avec le rubidium, c'est vrai avec le thallium ou avec les autres. C'est vrai pour des débits modérément élevés. Quand le débit est élevé, c'est ce que l'on obtient quand on fait un stress pharmacologique avec une injection d'adénosine, on multiplie le débit par un facteur 3 et 4, on a rapidement un plateau qui est atteint. Si bien qu'avec ces traceurs-là, on peut être mis en difficulté pour mettre en évidence le retentissement fonctionnel d'une sténose modérée. Cette relation avec le rubidium, elle n'est pas optimale. Vous le voyez, là, les études pharmacocinétiques montrent que le rubidium a une fraction d'extraction à peine supérieure à celle des traceurs technétiens, de loin inférieure au thallium, qui est sans doute parmi les traceurs en SPECT, celui qui a les caractéristiques biologiques les plus optimales. Alors le thallium a l'inconvénient d'avoir des caractéristiques physiques qui ne sont pas optimales. L'ammonium, effectivement, en PET, est un bon traceur. Mais le rubidium, ses caractéristiques ne sont pas optimales. Si bien que, lorsqu'on voit cette étude, qui est sans doute l'étude la plus importante, c'est une méta-analyse qui s'est proposée de comparer le SPECT et le PET, SPECT réalisé avec des traceurs technétiques, quels qu'ils soient, PET avec le rubidium. Alors dans cette méta-analyse, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à la lire, elle date de 2012, mais elle est assez complète, puisque pendant les auteurs là, ont poulé, ont regardé tous les résultats d'études en synthèse conventionnelle, bien sûr. Alors bon, ils ont avec des critères bien précis, sélectionner les études sérieuses qui ont été faites en SPECT, avec le gold standard qui restait la coronarographie. Ils ont fait la même chose avec les études faites au rubidium. Et quels sont les résultats? Alors de quoi s'aperçoit-on? C'est que quand on fait ces études poulées et qu'on compare SPECT et PET pour l'évaluation des coronaropathies,
on s'aperçoit que le SPECT, là, a, sur ces données poolées, une sensibilité, une spécificité de 85%, et 85% respectivement. Et le PET, en fait, a une sensibilité, une spécificité respectivement de 90% en sensibilité, 88% en spécificité. La question, c'est est-ce que ce gain de 3, 4, 5% justifie ce rapport, enfin, ces données, ce coût supplémentaire d'un traceur et d'une exploration. La question reste posée. Mais on s'est rapidement posé la question de savoir s'il ne fallait pas faire un développement de traceurs de perfusion qui ait des caractéristiques plus importantes que celles du rubidium si on veut être encore un peu plus performant dans l'évaluation des coronaropathies. Et il y a environ une dizaine d'années a commencé le développement d'un traceur marqué au fluor, il est bon de le connaître. Son nom maintenant, il est connu, c'est le fluorpéridase, il y a beaucoup de publications là-dessus. Il a été développé pour essentiellement 2 raisons. La nécessité d'avoir, si on veut être performant par rapport aux techniques d'imagerie cardiovasculaire qui se développent, que ce soit l'IRM, que ce soit le coroscan, et notamment le coroscan avec une évaluation fonctionnelle des coronaires. Il fallait avoir des traceurs performants en PET, des traceurs performants qui soient aussi bien, sinon plus performants que la scintigraphie conventionnelle classique, bien entendu, mais des traceurs avec lesquels on pouvait potentiellement imaginer une évaluation du flux et une évaluation quantitative. Alors le fluorpyridase, alors les études préliminaires avaient montré que la fraction d'extraction du fluorpyridase est de l'ordre de 90%. Le rubidium, c'est 60%, à peu près, enfin 60-65%, environ, la même fraction d'extraction que les traceurs techniciens. Le thallium, il faut savoir que c'est 65-70%. Donc là, vous avez une fraction d'extraction assez importante. Le fluorpyridase, c'est un analogue du pyrabène. Il va se fixer comme le MIB ou comme la tétraplasmine au niveau des mitochondries. Il a une fixation myocardique prolongée et donc avec ses paramètres, avec ses caractéristiques pharmacocinétiques, on voit que la relation est assez linéaire entre la fixation et le débit. Alors je vous disais, fixation myocardique prolongée, vous voyez là à différents temps, on a une fixation au niveau du myocarde qui est assez intéressante. Et c'est une fixation myocardique prolongée qui permet d'envisager de faire soit du stress pharmacologique, mais on peut très bien faire du stress physique avec ce traceur pour une évaluation des coronaropathies en PET. Alors ces résultats que je vous ai présentés auparavant, c'est les résultats de phase 1, ces études pharmacocinétiques. Aujourd'hui, le produit est en phase 3, 3B, ça veut dire qu'il est très proche d'avoir une AMM. La phase 2 avait montré, en comparant les images TEP et SPECT chez les mêmes sujets coronariens qui avaient tous eu une coronarographie dans leurs antécédents, qu'on avait bien entendu une meilleure qualité d'image et qu'on avait également une meilleure efficacité diagnostique. Heureusement. Alors là, juste pour vous illustrer des résultats qu'on a obtenus chez certains patients. Ici, c'est un homme de 75 ans, assez obèse, avec un index de masse corporelle de 32. Alors, la TEP a été considérée comme normale. On est d'accord? L'aspect, alors je ne sais pas, je ne vous ai pas présenté toutes les images, mais on aurait pu se poser la question s'il n'y avait pas un petit défect réversible ici en inférobasal. On va passer vite, on est d'accord ou pas? Ouais, surtout que ça semble s'améliorer, enfin on n'en est pas sûr. En tout cas, on est embêté devant ces images, alors que devant les images TEP, on en est moins. La coronaro était normale. De la même façon, un autre patient, dyspnéique, qui lui avait une occlusion sur l'IVA. Alors l'image, on va commencer par l'image SPECT. Alors on pourrait peut-être tous se mettre d'accord pour se dire, bon, ben, c'est peut-être un examen normal. On est d'accord ou pas? Alors que la TEP, on a quand même un amincissement et une hypofixation assez importante au niveau de la région antéroceptale. Alors, la résolution de la TEP, elle prend tout son sens, on la voit ici. On voit sur les images TEP ce que l'on ne voit pas en SPECT. On voit parfois des images qui correspondent, alors on peut le voir sur les caméras CZT, il faut le savoir, des images à ce niveau-là qui correspondent, c'est le pilier de la mitrale, c'est le muscle du pilier de la mitrale. On peut voir également, vous l'avez deviné ici, le ventricule droit qu'on peut voir. Tout ça pour vous illustrer la qualité des images que l'on peut avoir en TEP par rapport en SPECT et pourquoi ça peut être utile. Alors pourquoi ça peut être utile aussi, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. On cherche tous à faire de la quantification absolue du flux.
plus, la réserve coronaire. Alors il y a beaucoup de papiers avec les caméras CZT, les caméras CZT en SPECT, en tomoscintigraphie conventionnelle, avec les caméras CZT, qui ont montré que c'était possible, que c'était bien corrélé à l'examen de référence en médecine nucléaire, qui est la TEP allomarquée. On peut faire de la réserve coronaire ou de l'évaluation de réserve coronaire. On peut le faire sans doute également de façon sans doute plus précise avec ce traceur. Les traceurs, enfin en tout cas les traceurs TEP, mais surtout celui-ci, permet de relancer les études au premier passage et les évaluations quantitatives en prenant une référence qui est la fixation, enfin le passage sanguin. On peut voir également la fixation, enfin ce que ça donne au niveau d'un territoire normal, ce que ça donne au niveau d'un territoire hypoperfusé, et on peut faire des études de débit. Voilà. Je termine sur la perfusion. Ça a été long, mais c'est aujourd'hui le plus important. Mais j'en ai pas terminé pour autant.